Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Tech Café de 2021, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Bonne année et bonne santé, surtout la santé évidemment. Dans cet épisode, nous reviendrons sur l'actualité de Sunburst, cette attaque massive d'origine vraisemblablement russe à l'encontre de plusieurs infrastructures américaines. On en avait parlé il y a de ça quelques épisodes, on va revenir en détail sur ce sujet, sur des éléments frais. Nous parlerons aussi de voitures autonomes, notamment à l'appui d'un reportage de NBC News sur la gestion des données personnelles dans les voitures. On me l'a beaucoup partagé d'ailleurs cet article, je ne sais pas pourquoi, il a beaucoup marqué je pense. Il se pourrait en tout cas que votre smartphone ait du souci à se faire sur le podium de la collecte de nos informations. Et l'actu tech, c'est aussi les records financiers pour les heureux possesseurs, dont vous faites peut-être partie, de Bitcoin ou d'actions Tesla, mais aussi des changements profonds, parmi lesquels un déménagement de plusieurs entreprises tech de la Californie vers le Texas. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile, toujours enthousiaste en 2021, et pour parler de tout ça, j'ai la joie de retrouver celui qui est à l'actu tech ce que les gestes barrières sont au Covid, votre chroniqueur tech favori, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Boggiaspala. Salut Guillaume et bonne année. Oui, bonne année, je suis ravi d'être donc ces gestes qui sauvent des vies mais qui sentent un petit peu l'alcool quand même malheureusement. Ouais, mais on s'y est habitué, tu vois, c'est le genre de choses dont on s'habitue, donc sauver des vies après tout c'est le plus important. Tu te rends compte, d'ailleurs, il y a un an, on parlait pas encore bien du Covid-19, mais on en parlait peut-être comme d'un lointain mal local en Chine. Il y avait quelques dizaines, je sais pas s'il y avait encore quelques dizaines de cas en France ou s'il avait fallu attendre février. Il avait fallu attendre un petit peu, un petit peu, je crois. Pour l'instant, on a que quelques dizaines de cas de la nouvelle souche, donc peut-être que ça va devenir un petit Covid-20. Effectivement, ils sont en train de voir émerger une nouvelle souche. On voulait garder la tête froide à l'époque, on parlait pas encore de Li Wenliang, ce médecin lanceur d'alerte muselé par le régime chinois, mais on avait fait plusieurs épisodes qui parlaient de la révolte qui avait eu lieu, ou plutôt de l'expression de la colère de la part de pas mal de Chinois sur ce sujet. Écoutez les anciens épisodes pour faire de l'archive sur ce sujet, ça peut être intéressant. On a un avis Apple Podcast, Guillaume encore et toujours pour cet épisode, c'est Max at Paperwork qui l'a déposé, qui a mis un avis en disant qualité et professionnalisme. Voilà les maîtres mots des Guillaume au carré. Votre bonheur à nous faire découvrir le meilleur de l'actu tech se ressent à chaque épisode. Bravo et longue vie à Tech Café. Ça me fait penser un peu au podcast de France Inter ou la tête au carré. Là c'est les Guillaume au carré, tu vois. Bon bref. En attendant, rejoignez notre page Patreon, c'est peut-être votre bonne résolution de 2021, allez savoir. Vous pouvez vous rendre sur patreon.com/techcafé et rejoindre les plus de 200 personnes qui font partie de la communauté, qui bénéficient d'un flux privé du podcast garanti pour toujours, sans pub, et du chapitrage des émissions avec quelques infos exclusives. Merci en particulier à Vince, à DavFav75, Anthony et Xavier Grélier. Et puis, si vous voulez quand même profiter d'échanges sans pour autant nous soutenir, ou en complément, rejoignez notre serveur Discord, discutez entre vous et avec nous sur le serveur dont le lien figure dans les notes de l'émission. Guillaume, avant d'attaquer nos news, j'avais envie de te tendre le micro un petit peu comme on l'a fait de manière fugace dans l'épisode crossover avec Niptech, où on a dressé un petit peu notre bilan de 2020 et on a essayé de jouer le jeu des prédictions pour essayer de savoir de quoi 2021 serait fait en matière de tech. Est-ce que tu as quelques idées, toi? Quel est ton sentiment et qu'est-ce que tu retiens de marquant de 2020? Ce qui m'a marqué en 2020, je sais pas trop, ça a été le 30-30 finalement, tu sais, une année un petit peu monotone, que tout compte fait. Il y avait les infos TikTok où on avait en permanence l'info comme quoi ça allait être banni et pas. Ah, c'est ça. Non, mais ce qui m'a marqué, je pense que c'est la science en fait, la science qui se met en ordre de bataille contre le virus, tu vois, c'est plein de labos qui partagent leurs infos, c'est plein de gens et d'institutions qui créent la plus grosse machine du monde en quelques jours pour analyser les protéines. Voilà, c'est l'avènement peut-être d'une nouvelle génération de vaccins aussi, qui nous servira bien au-delà du Covid, de nouvelles biotechnologies en fait, et finalement au-delà, c'est la démonstration qu'on est tous interdépendants, qu'on est tous ensemble dans la même merde, sur cette planète, tous pareils, tous confinés, tous exposés, tous en danger, et c'était déjà le cas en fait avec le réchauffement climatique, mais c'était lointain, impalpable le réchauffement climatique, là c'est immédiat, c'est presque tangible. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, au-delà du déni, de l'égoïsme, de la frustration, au-delà de l'intox et des conspirations, c'est que ça marche mieux quand on marche ensemble. Quand on collabore, on va plus vite, on est plus efficace. Et donc, la collaboration par-dessus la compétition, surtout en temps de crise comme ça, c'est un truc, j'espère, on n'oubliera pas sitôt la crise passée.
Ça serait cool. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise pour 2021? 2021, ça va malheureusement ressembler à 2020 pendant une grosse partie de l'année, hein. Faut pas rêver. Mais bon, écoute, on peut essayer de s'échapper un petit peu. Moi, je parie que ce sera une année spatiale. Ouh. Une année space, et oui, parce que je parie que le James Webb Telescope va enfin être lancé. Et ça, c'est un gros pari, quand tu vois qu'il a déjà été... je sais pas combien de fois il a été retardé, mais bon, en tous les cas, je prévois que ça y est, c'est fini, il va être lancé. Voilà, la Chine va aussi mettre en place sa station spatiale. Elle va arriver vers Mars avec d'autres sondes. Les Américains vont retourner sur la Lune avec Artemis, bon, avec un truc 100 personnes pour les premières fois, mais quand même. Puis il y a plein d'autres missions aussi, des missions privées qui vont aller sur la Lune, voilà, donc vraiment je parie sur la réussite de tous ces projets et sur une année spatiale, passionnante. J'aime beaucoup ta vision de l'importance de la collaboration, du fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est marrant de voir à quel point 2020 a été l'archétype de l'affrontement, hein, que ce soit sur le plan politique avec les élections américaines qu'on a suivies, qui nous touchent beaucoup dans le monde de la tech, qui nous touchent pas en tant que citoyens français ou d'autres pays francophones, mais qui nous touchent beaucoup en tant que citoyens de la tech. Et puis aussi cet affrontement sans précédent entre les États-Unis et la Chine, pour notamment des enjeux technologiques, plutôt des enjeux commerciaux, on va dire, mais qui sont appuyés sur des paris technologiques. En tout cas, on va suivre cette orientation 2021. Je pense que tu te trompes pas trop vers cette conquête spatiale, mais qui s'annonce passionnante. Ça nous fera plein d'épisodes de Tech Café à relayer. En attendant, sans autre forme de procès, on a quand même nos traditionnelles news que tu as préparées pour cet épisode. Et tu voulais revenir, justement, je parlais un petit peu des élections américaines, sur les actions récentes ou qui ont commencé de longue date d'ailleurs de la part des Russes, spécifiquement à l'encontre des États-Unis, en faisant usage de piratage. Alors il n'y a pas eu forcément de bouleversement et d'implication de la Russie dans les élections américaines, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, ils ne sont pas restés les bras croisés, Guillaume. Ouais, on peut commencer l'année sur une note semi-positive, hein, parce que bon, les élections américaines se sont finalement relativement bien passées. Les services secrets, Facebook, tout le monde, en gros, hein, redoutait des campagnes massives d'intox, du troll au niveau industriel, et du hacking massif aussi de machines à voter. Hein. On croyait que ça allait arriver, non, finalement, pas du tout. Globalement, pas grand-chose de ce côté-là. Finalement, Biden est élu avec une marche correcte. Le scrutin a été extrêmement surveillé, et même si ça a été long, il est fiable, hein, et Biden est reconnu par tous les pays et par la majorité des politiques, hein, comme le président élu. Ce qui contrevient à une prédiction majeure de Q. Trump n'est pas réélu, voilà. Donc, et du coup, QAnon est un petit peu déstabilisé. Et Vegas Tenol, lui, note d'ailleurs que les hubs de la conspiration se sont soudainement, et pour le moment, beaucoup plus calmes, hein, se sont beaucoup calmés. De même, d'ailleurs, les médias sociaux alternatifs accusent le coup. Parler, dont on a parlé ici, est sorti du top 300 des applications les plus téléchargées de l'App Store. Et sa croissance, de même que celle de MeWe, s'est effondrée net après le scrutin, et l'engagement décline aussi depuis. Enfin, Vote, qui est un clone de Reddit, hein, pour ceux qui se sont fait virer de Reddit, hein, et qui a quand même été fondé en 2014, il vient de fermer, faute d'argent. Et ça, c'est réconfortant. Alors, comme on dit, il faut pas vendre la peau du cul avant de l'avoir tué. Parce que QAnon a déjà raconté n'importe quoi plusieurs fois, hein. Hillary Clinton va être en prison depuis 3 ans, si tu le crois. Mais pourtant, il est toujours là, et l'élection passée, Facebook relâche sa garde, ça y est, hein, les plus politiques mensongères sont déjà de retour pour les sénatoriales de Géorgie, donc il y a des images hors contexte, complètement fallacieuses, il y aurait une conspiration de Kamala Harris pour destituer Biden après son investiture, des mensonges purs et durs, enfin en tout cas c'est reparti comme en 40, et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Facebook a été très vivement critiqué, hein, c'est le mot qu'on puisse dire, par The Atlantic, je sais pas si t'as vu passer ce gros morceau. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Le 15 décembre dernier, hein, la rédactrice en chef qui s'appelle Adrienne Lafrance décrit textuellement Facebook comme une menace pour l'humanité qui peut lui nuire par sa seule existence. Et c'est, je cite, une machine de fin du monde. Et toujours pour le même problème, en fait. Hein, c'est les algorithmes qui manipulent les gens, la modération, le fact-checking qui est minimal, et leur business model, en fait, hein, qui reste la croissance au mépris des gens et de la société. Bon, au moins, les élections sont bien passées. Toute l'attention, d'ailleurs, a été focalisée là-dessus, au mépris peut-être d'autres menaces qui sont tout aussi importantes, voire majeures. Et je pense, d'ailleurs, tu dis que il n'y a pas eu trop de trolls dans le cadre des élections américaines sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut attribuer ça au fait que ça aurait été un peu grossier d'utiliser 2 fois les mêmes techniques de manipulation, ou est-ce que c'est pas finalement les réseaux sociaux qui ont redoublé, je pense moi, hein, pour cette solution, qui ont redoublé d'efforts spécifiquement pour les élections américaines, parce qu'ils étaient très scrutés, et parce que, comme on le disait dans l'épisode crossover avec Niptech, le fait de te faire convoquer
en permanence au Congrès, peut-être que ça te fait agir différemment. Mais effectivement, il y a peut-être eu relâchement après, comme tu le dis, pour les élections qui sont un peu moins surveillées, en tout cas de notre point de vue. Il y a eu redoublement de trolls. Mais effectivement, relâchement, Guillaume, notamment peut-être sur le plan de la sécurité de la part des acteurs tech. Ouais, vous avez parlé de Sunburst dans l'épisode précédent, enfin l'épisode 208, 7, je sais plus, enfin l'épisode d'avant, voilà, 208. Donc c'est l'attaque de SolarWinds, il semblerait une agence de hacking russe au service du gouvernement. Bon, en tout cas, c'est en tout cas ce que disent les Américains. Eux, ils attribuent désormais directement la responsabilité au SVR, donc l'ex-KGB, quoi. Et bon, depuis, cette affaire a pris de l'ampleur, au point qu'elle est devenue l'attaque la plus importante et la plus grave pour la cybersécurité, pour la sécurité tout court en fait, d'un État occidental ever. Parce que je crois que de sérieux on est passé à grave, et là maintenant on est au niveau épouvantable, à peu près, tu vois. Et bon, l'attaque coordonnée ne concerne plus seulement SolarWinds d'ailleurs, elle concerne aussi des revendeurs Microsoft. Le but était de s'introduire dans Office 365. Alors le faire directement, c'est pas facile, donc ils choisissent un maillon faible, les revendeurs. Et les revendeurs, néanmoins, ils ont quand même le pouvoir d'administrer les logiciels qu'ils vendent à distance, comme SolarWinds en fait. Et bon, c'est très malin, puisque les boîtes peuvent être vigilantes autant qu'elles veulent, mais si elles font confiance à Microsoft, Amazon, SolarWinds, etc., si eux ils sont compromis, tout le château de cartes s'effondre, tu vois. Donc le problème des revendeurs Microsoft était découvert par CrowdStrike, comme celui de SolarWinds avait d'ailleurs été découvert par FireEye, donc une entreprise privée. Et l'ampleur de cette brèche reste encore à évaluer. Donc Microsoft lui-même a été hacké via Orion, et le fameux logiciel de gestion donc qui a été compromis, de SolarWinds, et les serveurs Azure ont été ciblés, et il y a du code source qui a pu être consulté par les pirates. Mais heureusement pas modifié aux dernières nouvelles, parce que c'était un compte qui pouvait que lire les trucs, et pas en écrire. Bon, Orion a pu verrouiller quand même jusqu'à 13 000 boîtes, et depuis des jours et des jours, la liste des victimes confirmées s'allonge, et c'est de manière assez terrifiante, Je sais pas si t'as vu, la liste, elle est... Alors moi, je m'étais pas actualisé, mais on parlait de quoi, de 18 000 entités qui auraient pu être concernées. Oui, alors, pour l'instant, on a déjà identifié plus de 250 victimes, mais parmi ces victimes, il y a Cisco, Intel, Nvidia, VMware, Belkin, il y a des hôpitaux, il y a des universités, et puis il y a surtout 2 douzaines de services publics américains. Il y a les départements du commerce, du trésor, de la santé, le département d'État, il y a des morceaux entiers du Pentagone, il y a le département de l'énergie, etc. Absolument, et la liste s'allonge toujours. D'ailleurs, il y a même des victimes qui sont pas américaines, puisqu'il y a NetDecisions, Stratus, Deloitte, qui sont des trucs qu'on connaît pas forcément, mais c'est des boîtes qui peuvent être importantes quand même. Bon, comme l'a dit le sénateur Mark Warner, ça paraît bien pire que ce que j'imaginais. Effectivement. Donc toutes les instances de cybersécurité américaines, NSA compris, ont raté ce truc pendant des mois. C'est d'une gravité majeure, parce que personne ne sait encore exactement ce qui a été vu, quels moucheurs ont pu être placés, ni où. Personne ne sait encore quels réseaux sont complètement à l'abri. Les Russes, vraisemblablement, sont toujours présents, dans un nombre indéterminé d'endroits. Les Russes ont eu accès à des docs confidentiels, et ils l'ont peut-être toujours. On parle du département de l'énergie, du coup, ils connaissent désormais la procédure de redémarrage après un blackout, qui est utile, si on veut maximiser les dommages après une attaque sur le réseau électrique, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut cibler pour faire le maximum de dégâts et retarder au maximum le redémarrage? C'est bon. Bon, dans beaucoup de cas, le seul moyen, c'est tu débranches tout, tu formates tout, et tu réinstalles tout. Donc c'est en pleine épidémie comme ça, en pleine crise, c'est une véritable cata. Et par bien des aspects, les Américains ont été punis par là où ils ont péché, si j'ose dire. Parce que par Ian Thornton Trump, rien à voir avec le président, il était ex-consultant en sécurité chez SolarWinds. SolarWinds, c'est une boîte focalisée sur les profits et la croissance. Et ils le font bien, parce que les profits ont quand même triplé en 10 ans. Et comment ils font ça? Ils vont au plus rapide, au moins cher, au dépit des bonnes pratiques de sécurité, ils s'en foutent, ils délocalisent en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, une occasion en or pour les Russes. Imaginez, une boîte qui continue à distribuer des mises à jour vérolées pendant plusieurs jours, alors que le monde entier lit dans la presse qu'elle est au centre du plus gros scandale de sécurité jamais vu. Comment tu veux que les Russes aient pas envie de mettre une top chez des clowns pareils, franchement? Et maintenant, les Russes, ils ont peut-être gagné un levier de pression sur une future administration démocrate qui, clairement, leur sera moins favorable. Donc, écoute, bravo le champion.
Ouais, c'est SolarWind hein, qui est pointé du doigt depuis longtemps sur effectivement des pratiques en matière de sécurité désastreuses. On l'avait relayé, mais certains experts avaient pointé du doigt le fait qu'il y avait des accès avec des mots de passe hyper simples quoi. La base et effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'inconscience, probablement que chacun des individus qui sont dans la maille, si on leur dit la sécurité c'est important, peut-être que globalement ils vont faire attention. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que le mouvement global s'est relâché en matière de sécurité, comme si non, ils vont pas oser. Oh, qu'est-ce qu'on risque ou c'est très peu probable. Bon, finalement, je pense que ça va être un très très gros enseignement. Moi, je pense que avant et après cette attaque, une fois évidemment que tout sera à peu près remis en place et qu'on aura raisonnablement en tête le fait que ce sera derrière nous, je pense évidemment que ça va servir d'enseignement et probablement que les méthodes de production et de mise à jour vont redoubler de vigilance en matière de sécurité. Bon, je l'espère en tout cas. Pourtant, il y a du boulot, y compris sur des dispositifs, des firewalls qui seraient a priori compromis, Guillaume. Ouais, il y a d'autres champions. Hein. Vous connaissez Zixel? C'est un fabricant taïwanais assez vieux. Moi, je connaissais pas du tout. Switch. Tu connaissais pas? Bah, ils font des routeurs, des switches, des modems pour les entreprises, principalement. Et c'est quand même 400 millions de chiffres d'affaires et du matos utilisé par vraiment beaucoup de gens. Et puis là, ils sont là depuis 89 quand même. Hein. Bah, figurez-vous qu'ils ont vendu plus de 100 000 appareils avec une vulnérabilité majeure qui a été découverte par des Hollandais. Qui est pas très compliquée, cette vulnérabilité en plus. Mais non, mais c'est une backdoor avec un mot de passe visible en clair dans le fichier binaire du firmware. On croit rêver, hein. Les routeurs donnent un accès administrateur via SSH ou même au web, hein, carrément avec une interface web, avec un mot de passe qui est en clair pour peu qu'on se donne la peine de scanner le fichier du firmware, qui est d'ailleurs en accès libre sur le site. Donc c'est pas la première fois que le fabricant met le mot de passe hard-codé dans ses appareils, puisqu'en 2016, on pouvait passer super utilisateur avec un cheat code, comme dans Doom, pareil. Mais bon, au moins à l'époque, c'était pas un accès distant, quoi. Là, c'est carrément un accès distant. Donc c'est vraiment la fête du slip. En 2020, le hacking de routeur, c'était quand même la principale source d'intrusion pour espionnage ou ransomware. Hein. Mais bon, chez XL, apparemment, on n'apprend pas trop de ses erreurs. Tu sais, c'est là où à chaque fois je peux être amené à souligner ma double personnalité, si j'ose dire, ma double activité, puisqu'en plus de faire des podcasts, j'ai aussi une vie dans une entreprise de taille importante, et j'ai pu à une époque être très frustré de la vitesse ou de la faible vitesse, de la lenteur à laquelle étaient déployées certaines mises en place technologiques, où tu te dis toujours, tu sais, chez toi, t'installes le truc, puis bon, ça marche, tu te dis, bah, on n'a qu'à faire pareil en entreprise. Bon, en fait, c'est pas si simple, et surtout, je pense qu'on met pas aussi en perspective le fait que beaucoup d'entreprises préfèrent ne pas mettre à jour, c'est des arbitrages qui peuvent être discutés, hein, mais qui préfèrent ne pas mettre à jour et qui préfèrent prendre le temps d'analyser ce qui leur est mis à disposition pour vérifier qu'il n'y a pas de faille. Moi, c'est un petit peu ce qui m'interpelle dans cet équipement de chez Zixel, il faut vraiment qu'il change de nom, c'est comment ça se fait que des clients, entreprises, ont pu aussi longtemps et aussi durablement utiliser ce type de service sans voir cet accès, cette backdoor qui a l'air d'être plutôt visible, quoi. Tu vois, c'est plus ça qui m'interpelle. C'est la confiance, je pense. Hein. Ils ont confiance, tu sais, t'as confiance en tes fournisseurs. C'est pour ça que les attaques de supply chain, comme ils disent, c'est-à-dire l'attaque de chaînes... En fait, t'as des chaînes logicielles, en fait, t'as des chaînes de fournisseurs de logiciels et de services, et puis, et forcément, on se fait confiance entre nous, tu vois. Moi, je c'est ça qui est problématique. J'ai confiance. Microsoft, il se fournit chez JXL, il fait confiance. Et du coup, voilà, SolarPond se retrouve avec SolarWind. Donc c'est vrai que c'est un problème. Pour moi, c'est une approche à faire évoluer. On me dit souvent, et c'est pas parfait, et vous aurez plein de contre-exemples à me donner, mais que la complémentarité entre une prescription médicale du médecin et du pharmacien, il y a cette espèce de double regard. Normalement, hein, je sais que dans la pratique, il y a plein de situations qui seraient très critiquables que vous avez dû vivre, mais dans la théorie, en tout cas, il y a cette espèce de flux où on vous délivre des médicaments qui sont c'est pas neutre, quoi, pour la vie de quelqu'un, des médicaments qui ont au moins un double regard, et le pharmacien est chargé d'essayer de mettre en perspective l'ordonnance qu'il a de la part du médecin vis-à-vis du patient. Et je trouve que cette espèce de confiance aveugle, elle est hyper dangereuse. C'est peut-être ça qui va être remis en question vu ce qui est proposé. C'est que c'est pas parce que tu fais preuve de méfiance vis-à-vis de tes fournisseurs que tu les aimes pas.
Au contraire, je pense que d'ailleurs, si tu aimes le travail de tes fournisseurs, quelque part, ça mérite que tu sois critique et que tu surveilles un petit peu ce qu'il fait. Mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et oui, tu imagines le prix, enfin, je veux dire, c'est sûr. Après, c'est du fric, parce qu'il faut des gens qui auditent systématiquement les logiciels ou les process aussi, je pense qu'il y a beaucoup vois. de process. Tu as raison, et c'est vraiment pas facile, et c'est pas en claquant des doigts que ce type de problème sera résolu. Vous avez sans doute, si vous êtes en train de faire des études, de beaux avenirs devant vous, si vous faites des études en matière de cybersécurité, et je vous le souhaite, ça doit être très intéressant. Mais il y a aussi probablement les flux de travail, quoi. Je suis persuadé que la manière dont sont déployées les mises à jour de ces outils-là mérite d'être revue. Ça résoudra probablement pas tous les problèmes, mais c'est très vraisemblablement des pistes. Microsoft, on en parlait, en matière de mise à jour, ils y connaissent un rayon. Ça fait quelques temps qu'ils actualisent leur système d'exploitation phare, Windows. On va pas représenter Windows en début 2021. Windows 10, qui recueille des avis plutôt globalement très positifs de la part des utilisateurs. Et pourtant, il y a toujours des utilisateurs qui sont encore en train d'utiliser Windows 7, Guillaume. Ben oui, mais moi j'aime bien Windows 7, honnêtement. Quelle honte. Non, mais franchement, je trouve que c'est un système qui... Enfin, honnêtement, s'il était toujours mis à jour, justement, et s'il n'avait pas... Enfin, si c'était pas un problème de sécurité, je pourrais limite l'utiliser encore, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment... Bon, mais dans tous les cas, évidemment, le souci, c'est que il est plus mis à jour depuis un petit moment, maintenant. Et puis bon, depuis un an. Et sinon, il faut payer. Il y a un système... donc oui, si tu payes effectivement assez cher, et ça sera de plus en plus cher, d'ailleurs. Après 2021, le coût devrait doubler. Tu t'es plus mis à jour, et ça, c'est évidemment un gros souci. Malgré tout, combien de gens sont encore sur Windows 7 dans le monde, c'est pas facile à évaluer, mais un gars chez ZDNet a interrogé des experts et regardé quelques chiffres, et il a évalué qu'il y a quand même encore entre 100 et 200 millions de PC sur Windows 7 dans le monde. Ça fait quand même beaucoup de PC. Et à n'en pas douter, beaucoup de PC qui ne sont pas très bien sécurisés, quoi. Donc c'est vrai que c'est un gros souci. Je sais que vous aimez Windows 7, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce truc-là, mais si jamais vous êtes encore sous Windows 7, sachez qu'il est peut-être temps d'évoluer, surtout que la mise à jour est toujours gratuite, sous Windows 10. Et qu'en plus, il paraît il va se faire une petite beauté, là. Il y a des rumeurs comme quoi il changerait d'interface, il se fera un petit coup de maquillage à la deuxième moitié de 2021, peut-être pour vous séduire. J'ai du mal à voir ce qui change dans l'interface dont on a mais rien, parce qu'on a pas... Non, on n'a pas de photo. Non, d'accord, okay. Je me disais que si c'était une nouveauté, je voyais pas trop ce qui changeait. Oui, non, mais parce que non, en fait. Non, pour l'instant, Microsoft dit rien du tout. Donc, d'accord, on peut pas savoir. Et cela dit, Windows 10 déjà en l'état est très très beau, et des spécialistes de l'interface utilisateur, des interfaces graphiques, parient sur une évolution très forte de Windows 10 au point que ça deviendrait vraiment une référence graphique. En matière d'esthétique, beaucoup considèrent que la référence graphique, je parle pas d'interface utilisateur qui est parfois plus discutable, mais sur la partie graphique, macOS a un peu d'avance, mais il se pourrait que ce soit très très vite bousculé tout ça. C'est cool, ça va être intéressant à suivre, on aime bien les interfaces, c'est chouette. Et puis oui, on en arrive à cette news, donc je te disais, on m'a envoyé à plusieurs reprises l'article, et je vois que ça fait partie des articles que toi tu as sélectionnés dans le conducteur de cette émission pour cet épisode. C'est une enquête qui parle de la collecte des données par les voitures, pour le meilleur et pour le pire, qui ferait pâlir d'envie les smartphones, Guillaume. Ouais, Guillaume, et si on se faisait un petit moment à la distorsion ? Allez, allons-y. Avec une affaire criminelle. Bonjour Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui ? Oui, alors comment il s'appelle l'autre ? Ah zut. Émile Gauthier, mais oui, oh là là. Très bien Émile Gauthier, allons-y. Donc, ça se passe dans le Michigan. Alors, ils disent, je sais pas, ils disent dans le Michigan, justement, tu vois. Là, je dirais Michigan, sans doute. Oui, en tout cas, ça se passe dans le Michigan, à Kalamazoo. Et c'est à la fin du printemps 2017, il y a Ronald French qui est assassiné et retrouvé dans un champ de maïs. Il a été transporté là d'une manière particulièrement atroce, puisqu'il a été traîné en voiture au bout d'une corde. Son dos est en lambeaux, l'arrière de sa tête est aplati, c'est un homicide qui est particulièrement violent. Un Far West moderne. Carrément, ouais, c'est carrément ça. Donc voilà. Pourtant, Ronald est un mécanicien barbu et jovial, qui avait disparu 3 semaines plus tôt, et sans aucun indice supplémentaire, l'affaire reste au point mort pendant 2 ans. Et puis un jour, il y a un des détectives qui se documente sur un domaine qui est prometteur de la police scientifique, l'examen des données automobiles. L'équipe décide alors d'y soumettre le pick-up de Ronald, qui avait été volé au moment de sa disparition. Il récupère un échantillon sonore de la voix du voleur, qui avait utilisé le système libre pour écouter de la musique. Il avait écouté un morceau de Eminem, si vous voulez savoir. Et donc la voix est identifiée, elle est identifiée comme celle de Joshua Wessel, qui depuis a été arrêté et inculpé, et qui attend son procès.
Donc la voiture de Ronald était une Chevrolet Silverado de 2016, donc une voiture moderne, déjà truffée de capteurs, mais c'est rien en comparaison des voitures d'aujourd'hui, et évidemment en comparaison de celles du futur. Donc on dit parfois qu'une voiture c'est un smartphone sur roue, mais en fait c'est bien pire que ça. Parce qu'un smartphone, il sait pas combien tu pèses, par exemple. Alors que certaines voitures le savent. Elles ont des GPS, des systèmes d'infotainment, elles enregistrent les vitesses, les accélérations, les parcours, elles ont des caméras multiples à l'extérieur et même à l'intérieur, celles par exemple qui vérifient que tu t'endors pas au volant, elles ont des caméras qui filment l'intérieur de l'habitacle. Il y a des systèmes de télémétrie via 4G, imaginez une Tesla, ou de futures voitures autonomes ou semi-autonomes. Les voitures enregistrent de plus en plus d'infos que les constructeurs, les forces de l'ordre ou les pirates peuvent exploiter. Et rien qu'en ayant en fait accès aux données de ceinture de sécurité, on peut savoir si un criminel est un complice. Il y a une partie substantielle des données de nos smartphones, d'ailleurs, qui se retrouvent dans la voiture par simple appairage. Or, une voiture, c'est pas un iPhone. La sécurité y est souvent beaucoup plus simple. Et il y a de plus en plus de boîtes qui proposent des services d'extraction de données des voitures, et la police l'utilise aussi de plus en plus, presque quotidiennement maintenant. Évidemment, tout ça pose des questions sur la vie privée. En mai dernier, je rappelle, je sais pas si je n'avais pas déjà parlé, peut-être pas, il y a un hacker qui a racheté des systèmes d'infotainment Tesla, donc de vieux trucs Tesla sur eBay. Ils étaient remplis d'informations personnelles, des carnets d'adresses, des agendas, des cookies de navigation, des sessions Netflix, des mots de passe Spotify, des mots de passe Wi-Fi. Comme les disques durs que tu rachètes sur Le Bon Coin et dans lequel tu as toutes les données d'utilisateurs. C'est exactement ça, mais c'est pire, parce que souvent, quand tu rachètes sur Le Bon Coin des disques durs, les gens ont au moins, si tu veux, le réflexe d'effacer les données qu'il y a dessus. Même si en vérité, si vous faites qu'effacer les données, c'est très facilement récupérable, sachez-le. Mais bon, il faut y aller beaucoup plus fort que ça. Il faut utiliser des outils qui réécrivent des données aléatoires. Si vous revendez un disque dur, au passage, si vous revendez un disque dur sur Le Bon Coin, surtout, ne faites pas juste format, ou ne faites pas juste del étoile pour étoile, ou quoi que ce soit. Il faut des logiciels qui font un wipe profond, c'est-à-dire qui réécrivent, et préférentiellement plusieurs fois, la totalité du disque avec des données aléatoires. C'est qu'à ce prix que vous êtes sûr que personne ne pourrait récupérer ce qu'il y avait dessus. Mais bon, bref. Imaginez donc, dans des systèmes d'infotainment Tesla, les gens ne pensent pas du tout à faire le ménage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de données personnelles qui sont facilement accessibles par des gens qui pourraient vouloir usurper des identités ou se servir de ces données. Donc c'est quand même un domaine vraiment supplémentaire où il va falloir être vigilant, quoi. Même dans le cadre d'une utilisation professionnelle, là aussi je fais une petite référence à mon boulot, où on a un parc de véhicules pour l'entreprise, donc tu peux les réserver à l'avance quand tu as des déplacements, tu peux les utiliser, et je suis estomaqué à chaque fois de voir qu'il y a l'historique des appels, quoi. Il y a l'historique des appels qui ont été passés par tous les utilisateurs qui ont réservé la voiture parce qu'ils ont appairé leur smartphone et tu vois qu'ils ont appelé. Alors, bon, en soi, voilà, je suis pas sûr que le commun des mortels des collègues va aller voir qui a appelé qui, et ce serait peut-être un petit peu compliqué de déduire des informations détaillées, mais c'est pas un réflexe aujourd'hui, et je trouve que cette histoire, mais ça, on est très bien. Moi-même, je veux dire, j'ai racheté dans un vide-grenier un disque dur sur lequel j'ai retrouvé des fichiers juste pour essayer de voir s'il y en avait. Ouais. Il y avait des photos personnelles. Attends, des photos excuse-moi, t'as acheté un disque dur rien que pour voir si... Non, j'ai pas acheté pour voir. J'ai acheté un disque dur parce que voilà, il y avait un disque dur sur un vide-grenier, je me suis dit, tiens, okay, ça pourrait me servir. Ouais. Je l'ai pris, je me suis dit, bon, est-ce que je peux récupérer des trucs dedans pour le principe? J'ai récupéré plein de photos, des photos de vacances, des photos privées. J'ai récupéré un téléphone qui était briqué. J'ai acheté un téléphone briqué à un mec sur Le Bon Coin aussi. Sur ce téléphone, manifestement, le mec avait perdu le contrôle du téléphone avant de pouvoir faire le ménage. J'ai retrouvé des photos, comment dire, très compromettantes. Et il faut y penser, quoi. Si vous perdez le contrôle d'un téléphone et que vous n'arrivez pas à virer le truc, ne le revendez surtout pas. Parce que on peut retrouver les données qui sont dedans. Et on peut retrouver des photos de votre copine à poil. Je le sais, je l'ai fait. Ne nous en dis pas trop. Tu vas nous faire saliver ou nous dégoûter. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout viré. Évidemment, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ces trucs? Mais c'est pour vraiment vous dire que c'est pas très compliqué parce que je suis pas vraiment un hacker. C'est d'ailleurs pas beaucoup plus compliqué de s'intéresser à la manière dont on peut faire attention. D'ailleurs, dans l'article, il cite beaucoup une application, j'ai plus de nom en tête, mais qui met en avant, donc c'est un mec qui a développé une application mobile gratuite qui te permet d'avoir le tuto de comment supprimer tes données dans la voiture. En gros, c'est un espèce de base de données de guide d'utilisateur pour savoir comment tu peux retirer tes données quand tu as appairé ton téléphone à une voiture. C'est pas idiot, c'est assez simple à mettre en place.
Ça nous amène, Guillaume, sur notre deuxième rubrique que là aussi tu nous as préparée. Tu voulais t'attarder un petit peu en ce début d'année sur une info qui a été largement relevée et qui a été largement discutée dans les espaces de discussion. Ce sont les succès de Tesla. Bah oui, quand on fait un petit peu de rétrospective, on voit qu'il continue à progresser, Elon Musk, avec en tant que constructeur automobile. Oui, bah ça a été même une énorme année pour Tesla, hein. Le constructeur a atteint son objectif de 500 000 voitures en 2020, et c'est qu'un début, hein. Il va falloir... En 2020, entendez bien, c'est en 2020, oui, l'année du Covid. Ouais. Et oui, l'année du Covid. Mais il faut dire qu'il va quand même falloir justifier sa valorisation boursière qui a atteint 600 milliards de dollars. Il faut imagine ça, une action de Tesla coûtait 89 dollars début janvier, elle est aujourd'hui autour de 700. En gros, il y a que Bitcoin qui fait mieux, qui a connu une hausse aussi spectaculaire. Bah, le Bitcoin est proche des 26 000 euros. C'est un truc de malade, hein. C'est probablement une grosse bulle. Bon, il y a une partie qui est due à l'intérêt des investisseurs, et puis il y a de PayPal, d'ailleurs on en a parlé, mais à ce niveau, le prix paraît monter tout seul, quoi. Ça monte, donc les gens veulent, donc ça monte, bon. Mais bon, c'est pas quand est-ce que cette bulle-là va exploser, hein. D'ici là, on aura encore un nouveau lot de bitcoinaires, de teslanaires, hein. C'est les gens devenus millionnaires en achetant des bitcoins ou du Tesla. Mais dans le cas de Tesla, comment tu peux justifier d'être coté plus que Volkswagen, General Motors ou Toyota en vendant bien moins de véhicules, hein, parce que par exemple Toyota c'est 215 milliards de valorisation pour presque 1 million de véhicules, soit le double. C'est la hype, tout simplement. Tesla est perçu comme l'avenir de l'automobile. À tort ou à raison, Tesla se vit comme la marque du futur décarboné de la voiture. Autonome ou non d'ailleurs. Et Elon veut doubler son score pour 2021. Il veut même livrer 20 millions de véhicules pour 2030, dans toutes les gammes, y compris les robotaxis en fait. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette vidéo, mais il y a une vidéo qui a été sur YouTube, hein, qui a été faite par Whole Mars Catalog, qui a demandé à cette Tesla tout simplement de se conduire toute seule de San Francisco à Los Angeles. Ouais. C'est plus de 600 bornes. C'est vraiment loin, quoi. Et elle l'a fait. Et virtuellement, sans aucune intervention, sauf à un moment où le chauffeur avait pas confiance pour contourner un tas de poubelles. Bon, c'est vraiment impressionnant pour un logiciel qui est encore en alpha, rappelons-le. Bon, la météo était idéale, la route bien balisée, mais quand même, voilà, c'est ce genre de performance, hein, qui encourage les investisseurs à déverser des tonnes de cash dans le Tesla. Est-ce qu'ils ont raison? Évidemment, c'est pas simple de le dire, mais pour les constructeurs, clairement, le vent du changement souffle. La numérisation et l'électrification des véhicules, hein, les mettent dans une position qui est assez inconfortable après, je sais pas, 60 ans de statu quo peut-être. D'ailleurs, la fusion Peugeot-Fiat, qui va devenir Stellantis, je sais pas si t'as vu ça. Ouais, PSA et Fiat, ouais. Ouais. Il y a un prof italien de stratégie qui dit que c'est tout simplement une question de survie, quoi. Donc Ford, Volkswagen, Toyota, tout le monde lutte, hein, pour survivre à la décennie, en fait. Oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous fait gratter la tête, cette valorisation boursière. Après, il faut, j'ai appris ça avec le temps, faut pas essayer de trop rationaliser les mouvements boursiers. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent et qui ont des liens rationnels. Il y a aussi des choses qui sont parfois assez rationnelles. Mais ce qui est compliqué, c'est effectivement arriver à justifier, parce que dans certaines actions, dans certaines valeurs boursières de la tech, tu peux avoir certes l'implication de cette boîte dans le quotidien, dans ce qu'elle apporte, dans sa capacité à réinventer un environnement, mais il y a aussi souvent en quoi elle sera capable de s'adapter aux évolutions futures et avoir un coup d'avance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui propose Tesla qui ne sera pas demain proposé par d'autres constructeurs et qui nécessiterait en fait que Tesla se réinvente encore. Ça fait beaucoup de suppositions compliquées pour arriver à justifier cette valorisation boursière, mais on va laisser ça aux spécialistes économistes. On va plutôt se regarder sur d'autres boîtes, le top 7 des entreprises en 2020 qui ont rajouté 3,4 trillions, donc c'est des milliers de milliards, si je dis pas de bêtises, de valorisation, Guillaume. Ouais, Tesla est pas le seul à inonder de champagne, je pense, l'intégralité des bureaux texans. Elle est parmi les 7 plus grosses boîtes qui ont le plus bénéficié de l'année 2020. Donc il y a Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Facebook, Alphabet et Tesla. Et ils ont pris donc collectivement, hein, tu l'as dit, 3400 milliards de valuation boursière en plus cette année. Il faut voir que Nvidia a doublé sa valeur. Microsoft a pris 50%, Apple 80%, Amazon 76%, Facebook et Alphabet font pas le figure avec seulement 30% de mieux. Nul. Les hommes les plus riches du monde sont donc dans cet ordre, hein, Bezos, donc Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates et Mark Zuckerberg. Et c'est pas super étonnant tout ça, hein, vu notre hyperdépendance à la tech cette année. Pourtant, il n'y a pas eu que des réussites non plus cette année, hein.
Tu veux une petite liste de fails? Allez, vas-y, je me réjouis d'avance. Oui, parce que cette année, c'est aussi celle de Kibi. Kibi, vite vu, vite parti. En ce moment, ils essayent de refourguer leur show à Roku. Je sais pas si ça va pour essayer de sauver les meubles. Bon, c'est aussi l'année des tests Covid foireux, hein. Souvenez-vous du début des tests Covid, ça marchait pas très très bien, ou des applis de contact tracing qui ont une mise en place laborieuse et une adoption Sauf en Chine. Assez limitée, sauf en Chine, évidemment. Bon, c'est l'année des ransomware aussi, avec des vagues d'attaques sans précédent, en particulier sur les hôpitaux, qui profitent à plein de la pression du coronavirus, hein, c'est super. Ça a été l'année de l'intox, et le virus et autre chose, hein. Bon voilà, l'année où les réseaux sociaux ont décidé d'agir. À minima, voilà, agir avec une frilosité telle que, en fait, c'est dans la rubrique fail quand même. Et puis bien sûr, c'est l'année des hacks. Avant même le spectaculaire fail SolarWinds, hein, Twitter avait été hacké, souviens-toi. C'est aussi l'année de la commedia dell'arte et de l'administration de Trump, bien avant le déni électoral. On se rappelle du cirque qu'avait été l'affaire TikTok, dont plus personne ne parle. Hein. Voilà, bon, tout le monde s'en fout apparemment. Je pense qu'on a épuisé la répétition du sujet quand même. Non mais je comprends rien à ce qui se passe de toute façon avec la Chine. Regarde, là, dernièrement, Microsoft vient de signer un deal avec Honor pour mettre Windows 10 sur les prochains ultrabooks de la marque. Bon. Et pourtant, il y a 3 fournisseurs télécoms chinois qui viennent de se faire virer comme des malpropres de la bourse de New York. Donc je sais pas exactement, bon, c'est assez étrange. Mais bon, bref, au niveau gadget, on a aussi eu la Surface Duo, voilà, sorti trop tôt, pauvre petit ange sorti trop tôt, avec un système pas cuit, et puis on a eu aussi, souviens-toi, l'Escobar Fold 2, quelle merveille. Ah oui, tiens, je l'avais oublié, il nous avait fait une belle jaquette d'épisode celui-ci. Ah, je l'avais adoré. C'est aussi l'année de Cyberpunk 2077 que je considère pas vraiment comme un fail, mais on y reviendra. Évidemment. Pas un complet succès non plus. Non, mais je sais pas, t'as des fails mémorables de cette année, toi? Non, j'en ai pas d'autres, ça me fait plein de souvenirs. Mais oui. Je faisais plus écho là dans mon esprit quand tu parlais de TikTok, de la Chine, ça m'oriente aussi vers Jack Ma là dont on parle plus récemment, le fondateur d'Alibaba. C'est pas forcément une info de 2020, mais depuis octobre en tout cas, il a disparu ce monsieur. Donc c'est le fondateur d'Alibaba, hein, un milliardaire chinois qui a disparu après avoir donné une conférence assez critique à l'égard du régime chinois. On sait pas ce qu'il est devenu. Mais voilà, c'était pas forcément un fail en tant que tel, c'était plus un événement qui m'était évoqué par la liste que tu donnais. Mais du coup, je pense que tu as l'équivalent pour nous tourner vers 2021, non ? Il y a des boîtes pour lesquelles on s'inquiète aussi, hein. Il y en a pas mal en fait, hein. Et d'ailleurs, Ars Technica publie tous les ans une Death Watch des entreprises à risque de faillite à brève échéance ou moyen terme, disons. Et tu vas me dire si t'es d'accord, hein, si t'y crois. Bon, sans trop de surprise, ils ont mis tous les cinémas. Alors ça c'est dur parce qu'en plus on en a parlé dans notre précédent épisode ensemble, Guillaume, et ça fait mal au cœur. Et j'ai la naïveté de penser que ça puisse ne pas être durable et que après notre crise sanitaire qu'on est en train de vivre, on y retourne en masse. Et donc il y a un dynamisme de ouf. Mais bon, c'est pas gagné. Disons, j'avais parlé d'AMC, donc aux États-Unis, qui est très très mal. Il y a Regal qui fait pas mieux, hein, qui se régale pas du tout. C'est sûr que sans soutien financier sévère, il restera plus beaucoup de salles en 2023. Pourtant, en 2023, Warner prévoit de sortir Furiosa, donc le préquel de Mad Max, en salle. Donc écoute, espérons qu'ils ont raison, espérons qu'ils survivront jusque-là. 2023, bon. Tu vois. 2023, ça va être long, ça va être très très long, mais bon. En tous les cas, sur la liste des trucs à risque, ils ont mis Nikola, évidemment, hein, et Nikola est plein de startups de voitures électriques. Il y en a plein, en fait, hein, il y a Lion, Lucid, Canoo, Arrival, Workhorse, Fisker. Bon, difficile de les voir toutes debout dans 2 ou 3 ans, très honnêtement, hein. Je les connais pas toutes, mais Nicolas, ça reste pour moi, à mes yeux, une véritable escroquerie, de toute manière, mais bon. Ouais. Ils ont aussi mis Vive et HTC en général. Bon, c'est sûr que même si le Vive Index est un bon casque, difficile de recommander ça face à la concurrence. Quant au téléphone HTC, bon, ils ont eu quoi? Un téléphone blockchain? Ah oui, je l'avais oublié, celui-ci. Voilà. Bon, ils ont mis GameStop, qui est en difficulté depuis un moment, hein, donc la consommation de jeux vidéo se déplace un peu à peu vers le cloud, les dématérialisés, bien sûr. GameStop veut devenir donc un endroit de convivialité et de sociabilité, je cite, pour gamers, et en plus d'un entrepôt à Funko Pop, hein, parce que ça va continuer. Donc, à voir si le coup de pouce de Microsoft va changer quoi que ce soit. Bon, sans trop de surprise, il y a Huawei et l'international, mais plus étonnant, ils ont aussi mis Zoom.
Oui, ça endonger. c'est curieux. Ouais. C'est que Zoom est devenu synonyme de visio cette année, hein, c'est même devenu un verbe aux États-Unis en fait. Mais bon, sa croissance elle est phénoménale, c'est plus 600%, mais elle est très fragile, puisque dès qu'une bonne nouvelle sur le front du virus arrive, son action baisse. Voilà, c'est dommage. Dès qu'il y a un truc bien qui se passe, ils perdent du fric. Bon. Elle baisse de manière importante, ouais, elle est pas Donc, juste simplement, elle est corrigée presque. Ouais, carrément. Donc on peut espérer, si tu veux, que cette crise soit quand même un jour terminée. Du coup, que restera-t-il alors de l'omniprésence de Zoom? Voilà, c'est toute la question. Mais c'est rigolo d'ailleurs, moi ça me plaît toujours de voir ces mouvements où on attribue le verbe à un service et effectivement dans l'article d'Ars Technica ils disent à quel point il y a des enfants qui vont se retrouver sur par exemple Teams, enfin ou des collègues qui vont faire un Teams, en fait ils disent qu'ils font un Zoom. J'adore, je trouve ça toujours génial. On va suivre ça de très très près et il y a un mouvement que j'ai abordé rapidement en intro mais sur lequel on va s'attarder un petit peu, un mouvement important parce que la Silicon Valley va peut-être se déplacer pour un autre état que la Californie, Guillaume. Bon, on n'y est pas encore, mais il y a un mouvement en cours. Ouais, on pourrait peut-être limite la rajouter à la Death Watch. C'est pas une entreprise, c'est juste la Californie, ouais. Plus précisément la Silicon Valley, t'as raison, ces derniers mois, finalement, il y a eu quand même plusieurs défections. Il y a eu HP, donc Hewlett-Packard, Oracle, Palantir, Elon Musk aussi est parti, et la destination, c'est souvent le Texas. Bon, il y a aussi des boîtes non-tech d'ailleurs, qui sont parties. Charles Schwab, qui est une maison de courtage en bourse, il y a McKesson, qui est une grosse boîte pharmaceutique. Bon, après, c'est vrai que l'année a pas été super pour les Californiens, ils sont covidés à fond, les pauvres. Il y a eu des incendies apocalyptiques, je pense qu'on peut le dire. Il y a eu des coupures de courant en répétition. Bon, évidemment, le coût de la vie, l'immobilier est exorbitant. La fiscalité est moins attrayante comparée à certains autres États. Bon, si tu écoutes les experts du très libéral journal Bloomberg, la Californie souffre aussi d'une gouvernance inadaptée et hostile aux entreprises. Alors j'aime bien parce que l'exemple qu'ils prennent, c'est celui d'Uber et de la loi AB5, finalement rejetée par référendum, dont j'ai parlé plusieurs fois ici. Bon. Donc ils voient la tentative comme une attaque sur le business d'Uber et Lyft en particulier. Ils continuent en disant que l'interdiction de la reconnaissance faciale est un autre exemple de l'entrave à la libre entreprise et à l'innovation, tout comme les nouvelles lois sur la vie privée. Bon, on croit rêver, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Tout ce qui est perçu comme étant, le fer de lance de la défense des citoyens et des consommateurs, c'est considéré comme des attaques sur le business par Bloomberg. Mais bon, c'est Bloomberg. Je me demande comment ils vont interpréter le fait que les employés de Google lancent un syndicat, tu vois, parce que ils sont déjà 225 dedans, et tout le monde est éligible. Hein. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de gauchistes chez Google ces derniers temps. Mais bon, revenons au Texas. Texas, donc patrie de Chuck Norris. Non, c'est pas vrai, je mens. Chuck Norris... c'est pas le Texas? Non, Chuck Norris, il est né dans l'Oklahoma. Ah, pardon. Mais bon, ça sera toujours l'unique Texas Ranger, évidemment. Oh oui, quand même. Forcément. Ah, c'est pour ça. Je me disais bien qu'il y avait une association dans mon esprit entre Chuck Norris et le Texas. Ouais, bien vu. Bah oui, tu sais qu'il a 80 ans. Non. Bon, oui, mais 80 ans de Chuck Norris. Ouais, c'est Chuck Norris, bon, donc il peut encore te taper, mais c'est que... il a quand même 80 ans, mais ça m'a mis un coup. Hein. Bon, en même temps, la fureur du dragon, c'est 1972, t'imagines? Ah ouais. Quand même. Ça dater. Ah, c'est fou. Je me suis complètement paumé. Bref, le fait est que le Texas a moins de régulation, quand même, et une fiscalité individuelle très avantageuse. La fiscalité sur les entreprises, en fait, elle est pas si différente, mais les patrons et les grands cadres paieront très peu, voire rien du tout, comme impôt. Donc Elon Musk, Larry Ellison vont donc ne plus payer d'impôts, comme Jeff Bezos et Bill Gates, qui eux sont domiciliés dans l'État de Washington, qui est aussi un État qui ne perçoit pas d'impôts individuels. Donc donc c'est fabuleux, ça veut dire que les plus grosses fortunes du monde ne payent pas d'impôts. C'est génial. Bon, bref. Et ce qui est dingue, c'est de voir qu'il y a des mouvements d'entreprises aussi massifs, parce que déménager un siège d'une entreprise, certes, on a eu le confinement, on travaille en remote, etc., mais il y a quand même un mouvement important de la part des activités qui sont dans les sites, dans les sièges de ces boîtes tech, et de voir que le truc qui conditionne le plus, au-delà, on va être clair, de la régulation, c'est l'arbitrage fiscal pour les dirigeants. Ça veut dire que la fiscalité d'un dirigeant, si elle est plus favorable à droite, tu vas aller bouger tous tes milliers de collaborateurs et ton infrastructure pour ça. C'est ouf. Oui. En fait, c'est aussi, mais parce qu'il y a pas que, il y a pas que. C'est-à-dire, pour relativiser quand même un peu les choses, il y a pas que. C'est-à-dire qu'il y a pas les gros cadres et les patrons qui paieront plus d'impôts. En fait, il y a tout le monde. Et dans une certaine mesure, ça rentre dans le cadre du coût de la vie, quoi. C'est-à-dire, il y a le coût de la vie au Texas, il est bien inférieur. Donc, le logement, il est tellement moindre qu'il sera beaucoup plus facile d'attirer même des salariés au Texas qu'en Californie, parce qu'il faut recruter. Donc c'est des gens que tu vas payer moins,
parce qu'ils vont payer moins d'impôts eux-mêmes, et qu'en plus ils auront beaucoup moins de mal à se loger. Donc en vérité, le Texas sera plus attractif que la Californie, et tu paieras moins tes employés, donc c'est tout bénef en fait. Ok. Et en plus, tu payes pas d'impôts, c'est qui est cool. Donc voilà, donc forcément... Ok, on a un autre changement et celui-ci, je l'avais pas du tout suivi, mais on a un nouveau leader mondial des puces pour smartphone. Il y a eu une évolution qui a fait basculer le podium, Guillaume. Ouais, c'est très amusant de savoir, parce que bon voilà, qui est le leader de la puce sur smartphone et qui voilà produit. J'aurais dit Qualcomm. Voilà, t'aurais dit Qualcomm, et franchement, moi j'aurais sans doute dit Qualcomm aussi, honnêtement, parce que c'est vrai qu'ils représentent quand même 29% du marché, donc c'est quand même énorme, et c'est le premier auquel on pense avec, voilà, Samsung, Apple, quoi, globalement. Hein. Et on n'a pas entendu que Qualcomm était spécialement mal ces derniers temps. Pas du tout, pas du tout. Par contre, il y en a un auquel on pense pas trop, parce qu'il fait du milieu de gamme et de l'entrée de gamme principalement, et c'est Mediatek. Et Mediatek, il a 31% des parts de marché en 2020, ce qui est proprement énorme, puisque c'est le plus gros fabricant de puces. Il y a plus de 100 millions de smartphones équipés de puces Mediatek qui ont été vendus au troisième trimestre 2020 seulement. Autant que d'ordinateurs sous Windows 7. Un peu moins. C'est ça. Donc c'est vraiment monstrueux, et on peut se demander, mais comment Mediatek en est arrivé là? C'est-à-dire à écraser Samsung, Apple, et même High Silicon, hein, son truc, son concurrent chinois. Et Qualcomm, en fait, globalement, le truc, c'est qu'il y a une forte performance sur le segment justement des téléphones milieu de gamme, qui sont entre 100 et 250 $. Et donc dans les marchés émergents, hein, où les gens achètent beaucoup de ces trucs-là. Et puis surtout, il y a l'interdiction américaine sur Huawei. Il a énormément profité de la déconfiture de Huawei, évidemment, puisque Huawei utilise ses propres puces, et donc Mediatek, lui, il peut inonder avec les puces chez les concurrents, et en particulier chez Xiaomi. Et parce qu'en fait, il y a des téléphones Xiaomi qui sont équipés en Mediatek, il y a aussi des téléphones Samsung qui sont équipés en Mediatek. Donc globalement, il se taille la part du lion chez les OEM, quoi, et ça fait de lui, incroyablement, le premier producteur mondial de puces pour téléphone. Bravo, c'est un acteur d'autant plus à suivre maintenant ensemble. Et un petit mot sur un autre changement qui pourrait arriver, en tout cas qui est étudié, qui est proposé par des intellectuels, c'est au Royaume-Uni. C'est pas les 35 heures, mais c'est la semaine de 4 jours, Guillaume. Ben ouais, c'est le Brexit, hein, ça y est, c'est parti. Enfin, ils sont partis. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas vu le film Brexit avec Benedict Cumberbatch, je vous le conseille. Moi, je vous le conseille, hein, il y joue le rôle de Dominic Cumming, donc le cerveau derrière la campagne Vote Leave, et on y montre bien l'importance d'ailleurs qu'a joué la tech dans tout ça, donc on y parle de Cambridge Analytica et d'Aggregate IQ, et comment ça s'est passé, donc c'est vachement intéressant. Aussi, ça vous rappellera des trucs, je suppose. Mais bon, les Anglais quittent l'Europe, j'allais dire au pire moment, enfin bon, est-ce qu'il y a un bon moment pour faire ça, je suis pas sûr. Toujours est-il que il y a des soucis d'emploi, hein, comme un petit peu partout, et une piste qui est pas étudiée qu'en Angleterre en fait, qui est étudiée un petit peu dans le monde, regarde Nouvelle-Zélande aussi par exemple, c'est la semaine de 4 jours, tout simplement. La semaine de 4 jours, qui pourra permettre effectivement tout simplement d'employer plus de gens, puisque voilà, pour faire le même travail, il faut plus de gens. Et en réalité, on avait déjà évoqué ça donc cette année pour le secteur public, et finalement, je crois que c'était 50 000 emplois ou 500 000 emplois, enfin je sais pas, il y a un gros paquet d'emplois qui aurait pu être créé comme ça. Et là, il y a un think tank qui s'est intéressé aux entreprises privées et qui a déclaré que la majorité des 50 000 entreprises qu'ils ont étudiées pourraient en fait passer la semaine de 4 jours, et ils pourraient le faire même moyennant une augmentation des prix, éventuellement, ou avec une productivité accrue, mais globalement, c'est accessible. C'est-à-dire que c'est plus un tabou. Voilà, c'est économiquement viable de passer à la semaine de 4 jours, parce que tout simplement, ça permettrait d'améliorer déjà l'équilibre personnel des employés, et surtout ça permettrait d'employer plus de gens, donc ça permettrait de lutter contre le chômage, et effectivement un actif c'est beaucoup plus profitable à l'économie qu'un chômeur, donc ça veut dire que si vous faites travailler les gens moins et que vous avez plus de gens qui travaillent, globalement l'économie se porte mieux, vous avez moins de gens pauvres, quoi. Et donc ça pourrait être une piste effectivement pour l'après, hein, pour ce fameux monde d'après. Il faudra encaisser la crise du Covid, et c'est peut-être un moyen, justement, de faire ça.
Intéressant. Intéressant. On va parler de jeux vidéo ensemble, Guillaume. On continue notre habitude d'avoir toujours une belle rubrique jeux vidéo dans chaque épisode de Tech Café. Et surtout, ces derniers temps, on y parle assez, à chaque fois, je crois, de Cyberpunk. C'est la minute Cyberpunk. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de ce jeu, Guillaume? Mais oui, Cyberpunk, faudra vraiment que j'y joue quand même un jour. Oui. C'est impossible, ça. Bah oui, mais bon, j'ai d'autres trucs sur le jeu. Excuse-moi, je te fais une parenthèse. J'ai la naïveté de penser que sur les consoles next-gen, ça marcherait très bien. Mais oui, bien sûr, mais ça va marcher très bien. Ça va marcher très bien. D'ailleurs, au plus on parle des problèmes de Cyberpunk, au plus j'ai envie d'y jouer en vrai, parce que bon, en fait, les vrais problèmes, ils concernent les joueurs console PS4 et Xbox One, c'est tout. C'est ballot parce que c'est comme sur Stadia, il paraît que c'est très. Ils sont super nombreux, mais effectivement, sur PC, sur Stadia, enfin, je veux dire, le jeu est super. Il est pas parfait, mais il est très bien. Et en fait, le jeu sur PS5, il serait clairement très bien. Mais bon, en plus, on a fait tout un pataquès, mais enfin, c'est quand même pas la première fois que ça arrive. Je sais pas si vous vous souvenez de la catastrophe qui était Skyrim à sa sortie sur PS3. Ça remonte, mais oui, c'était assez légendaire. Avec les dragons qui volent à l'envers, les sauvegardes qui sont corrompus au bout de quelques heures de jeu. Enfin, c'était une catastrophe monstrueuse. Et puis bon, les joueurs PC sont pas épargnés, hein, loin de là. Qui se souvient du scandale de la version PC de Batman Arkham Knight? Moi, j'ai pas ça en tête, mais qu'est-ce qui s'était passé? Le portage était sorti de manière catastrophique, c'était perclus de bugs, c'était horrible, tu pouvais avoir une machine de guerre, ça ramait tout le temps, enfin c'était horrible. Comme Dark Souls. Dark Souls, quand il est sorti, il fonctionnait en 720p 30 images par seconde avec des trucs dégueulasses et pas de online, enfin pas pas de connectivité. Quelle que soit la configuration que t'avais, c'était une catastrophe. Et Shadow of Mordor, quand il est sorti, il était 10 fois plus moche et lent et buggé sur PC que sur console. Bon. Il y en a eu plein comme ça, des portages pourris. Bon, enfin, il n'empêche qu'à Noël, un cabinet de New York annonçait qu'il allait y avoir une action collective contre CD Projekt Red, parce que des investisseurs ont eu à pâtir des aléas en bourse de la société suite à une sortie, bon alors, on va dire mal maîtrisée, voire un peu carrément à la rue, hein, sur console, il faut avouer. Mais bon, CD Projekt a finalement annoncé qu'il allait se battre pour son bon droit, donc ça veut dire qu'un procès va vraisemblablement avoir lieu. Mais bon, au chapitre des bonnes nouvelles, écoute, c'est quand même pas mal, hein. Avec 13 millions de ventes, Cyberpunk serait déjà rentable. Il faut dire que 13 millions de fois 60 balles, bah oui, ça fait des sous. Ça fait 780 millions de balles. Et s'ils récupèrent 70%, ça donne 546 millions de balles. Bon, le développement a duré 8 ans, donc c'est quand même énorme. Et la promo a dû coûter super cher, donc franchement, je sais pas, j'ai aucune idée du coût total de trucs, de Cyberpunk, mais du coup, bon, voilà, il est sûr qu'il aura pas coûté aussi cher que Red Dead Redemption 2, du coup, hein, puisque sinon il serait pas rentable. Et Red Dead Redemption 2, vas-y, c'est combien? Aucune idée. Allez, un juste prix. De quoi? De vente? De nombre de ventes? Non, de coût de développement. De coût total, en fait. Ouais, de coût total, même. J'en sais rien du tout. Oh, mais je suis incapable de te donner un chiffre, même au hasard. Aucune idée. Écoute, c'est entre 800 et 944 millions de dollars. Oh, non, j'aurais absolument pas donné un chiffre comme ça. Ah oui, c'est dingue. Incroyable. Et oui, non, alors je pense que d'après ce qu'ils disent, pour Cyberpunk, ce serait plutôt dans la zone de Destiny. Destiny qui a quand même coûté 500 millions de dollars. C'est vertigineux, hein, quand tu penses que GTA 5 en a coûté que 265 millions de dollars. Mais Red Dead Redemption 2, c'est ridicule, non? Alors, ouais. On est d'accord. Mais comment c'est possible? C'est hyper optimisé? C'est quoi? Non, c'est juste un jeu qui a demandé un travail démentiel, c'est tout. Je veux dire, c'est un truc de malade mental, hein. La taille et le contenu qu'il y a dans Red Dead Redemption 2 et la qualité des assets, c'est monstrueux. Tu sais que j'avais envie d'y jouer, hein. Maintenant encore plus. Disons que c'est le prix d'un, c'est le prix d'un film Marvel, quoi, globalement. Ouais. C'est fou, hein. C'est complètement dingue. Mais ça explose, hein, parce que le GTA 4, c'est 100 millions, et GTA 5, 265 millions, et là, Red Dead, c'est 800 millions, quoi. C'est assez fou, quoi. Enfin bon, en attendant, il y a un DLC qui a été annoncé de Cyberpunk, donc voilà. En tout cas, comme tu dis, hein, vivement un lancement sur PlayStation 5 et Series X, qui mettent tout le monde d'accord, voilà, parce que voilà, c'est vrai que le jeu est quand même cool, c'est quand même dommage de rester là-dessus, quoi. C'est un univers qui m'est cher en plus. Moi qui suis un rôliste, un joueur de jeux de rôle, Cyberpunk, ça a une place spéciale dans mon cœur, du coup. Peut-être sur Xbox, du coup, parce que a priori avec le Game Pass, on en a toujours plus pour la même somme, Guillaume. Enfin, c'est ce qui se profile. Mon Dieu. Bon, c'est une rumeur, hein. C'est une rumeur qui vient de Jez Corden, de Windows Central, qui affirme sur Twitter que le Uplay Plus pourrait rejoindre le Xbox Game Pass.
Bon, alors, avec la montagne de studios first party, avec Bethesda, et avec EA Play, si en plus ils ont tous les titres Ubisoft, bah, je sais pas, je voudrais pas être à la place de la concurrence, quoi, tu vois. Parce que comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, à l'occasion de l'acquisition de Bethesda, même si là, et c'est pas une acquisition, hein, c'est encore un énorme revers de chéquier dans ta face full frontal, quoi. Comment, d'à peu près tout le monde, en fait, hein, tous les concurrents, c'est comment tu veux lutter contre un adversaire qui a des fonds virtuellement infinis, quoi. Il manquerait plus que Rockstar signe un truc avec Microsoft et c'est fini, la messe est dite, hein, c'est plus la peine. Bon, c'est encore qu'une rumeur, mais si ça se confirme... Mais dans quelle mesure est-ce qu'encore une fois, et c'est ce qu'on avait déjà dit, donc je vais pas répéter 50 fois la question, mais on s'oriente pas vers une situation de type antitrust, quoi, sur ce sujet-là. Quand on voit une somme qui est relativement modique, qui te permet d'accéder à un tel volume de jeux, moi ça me paraît dingue en fait au bout d'un moment, en termes de pratique commerciale. Mais bon. Je sais pas si c'est plaidable en antitrust du tout, hein, parce que t'as le choix de jouer autrement, tu vois. Donc c'est c'est vrai. Mais d'un point de vue concurrentiel, c'est quand même un sacré argument auquel moi je peux être sensible. Tu veux pas être à la place de Luna, Stadia, je sais pas qui. Hein. Non, c'est clair. Mais je veux quand même pas trop jouer aux jeux vidéo, Guillaume, parce que je sais que ça rend violent les jeux vidéo. Oui, bah d'ailleurs c'est absolument vrai, ça rend violent, hein. Les dernières parties de Puyo Puyo versus Tetris là que j'ai faites m'ont bien prouvé que ça rendait vraiment violent. Tu as arraché la tête de qui? Non, c'est plutôt moi la victime, hein. Ah, d'accord. Non, mais effectivement, il y a une étude longitudinale, comme ils disent, qui a duré quand même 10 ans, qui est parue dans le journal de Cyber Psychology, c'est Cyber Psychology Behavior and Social Networking. Rien que ça. Donc c'est un groupe d'ados de l'âge de 10 ans, à partir de l'âge de 10 ans et jusqu'au commencement de l'âge adulte, ils les ont suivis. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont concentrés sur les individus. Ils se sont concentrés sur les variables, ils se sont concentrés sur les individus. Donc ils se sont dit, bon, cet individu, il a tel type d'agressivité. Et ils ont vu à quoi il jouait et comment son agressivité évoluait, quoi. Et apparemment, l'étude n'aurait trouvé aucune corrélation entre le fait de grandir en jouant à des jeux vidéo et l'augmentation des niveaux d'agressivité 10 ans plus tard. C'est fou, hein. C'est fou. Comme quoi, voilà, c'est ce qu'on accepte dans les films qui passe très bien, apparemment dans les jeux vidéo aussi, c'est dingue. C'est fou. Qui l'eût cru? C'est bien qu'on ait des repères comme ça qui permettent un petit peu d'attester les choses. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de résultats, je crois, mais ça a l'air d'être assez marquant à force de voir des résultats qui vont dans le même sens. En tout cas, pour ceux qui veulent des PS5, on sait qu'il y a une grande frustration pour des consoles next-gen de manière générale, de toute façon. Mais la PS5, je sais qu'elle attise beaucoup d'envie. Il y en a qui nous écoutent et qui sont sur Discord en train de nous dire à quel point ils ont des difficultés à se la procurer. J'ai une solution pour eux. Faut peut-être aller en Inde, Guillaume. Oui, la PlayStation 5 par les temps qui courent, c'est facile en plus. C'est vrai que c'est facile à aller chercher. Non, en plus ce sera le 2 février, pour être précis. Mais bon, ce qu'on peut se dire, c'est que si Sony livre des machines là-bas, on peut raisonnablement espérer qu'ils vont rapidement avoir quelques wagons de machines supplémentaires à vendre, parce que elles restent très rares, à part chez nous encore, comme un petit peu partout. Et Sony a récemment annoncé quand même qu'il voulait livrer de 16 à 18 millions de PlayStation 5 en 2021. Et AMD d'ailleurs, il est allé voir TSMC, il a tapé à la porte, il a dit là mec, il faut que tu fasses quelque chose pour moi parce que c'est pas possible. Et du coup, bonne patte, il lui a réservé des capacités de production supplémentaires. Ça, c'est le Digitimes qui le dit. Donc si les composants sont disponibles, ça devrait aller beaucoup mieux du coup. Donc 16 millions, c'est quand même beaucoup. Parce que pour le moment, la machine se serait vendue à 3,4 millions d'exemplaires. Et puis la demande est très importante, et initialement, ils comptaient en vendre 5 à 6 millions sur le premier trimestre, et désormais, là, ils tablent à peu près sur 20 millions de machines fin 2021. Bon, c'est parti, quoi, la production des PlayStation 4 va d'ailleurs cesser progressivement. Toutes les machines tarifées, d'ailleurs, dans les mêmes eaux à peu près que la PlayStation 5 vont dégager, il y a que la Slim 500 Go, qui sera encore produite quelques temps pour combler l'entrée de gamme, mais voilà, finalement, ça y est, la PlayStation 4, c'est officiellement du rétro gaming. Bon, oui, ça veut pas dire que c'est mort pour autant, parce que le rétro gaming a quand même une belle place à se faire encore. Merci Guillaume pour cette sélection jeux vidéo. On va terminer avec quelques news en vrac, avec une information à vocation un peu légale. C'est celle des données de cartographie IGN qui sont désormais publiques, Guillaume. Ouais, ça y est, l'IGN, donc depuis le 1er janvier, rend toutes les données publiques relatives à la topographie, relief et visualisation du territoire, gratos. Donc vous pouvez aller, vous avez plusieurs fichiers, donc c'est BD topo, BD ortho, la forêt, l'altitude, vous avez plein de trucs. Tout ça c'est téléchargeable, et donc c'est librement exploitable, donc c'est assez cool.
Bon, alors, c'est assez cool en soi, et puis ça veut aussi dire peut-être que je fais un petit message pour Asobo Studio, qui développe Flight Simulator, et qui pourra en profiter pour augmenter la fidélité de la France, parce que je trouve quand même que c'est dommage qu'il y ait aussi peu de villes françaises, par exemple, qui soient aussi bien cartographiées. Donc voilà, plus d'excuses Asobo Studio, il y a des centaines de téraoctets de l'IGN qui sont librement accessibles, donc voilà, allez-y. Et excuse-moi, dans Flight Simulator, il y a pas toutes les villes françaises, tout est pas référencé? Alors, si, mais elles sont pas toutes en photogrammétrie, et donc elles sont pas toutes à un super haut niveau de détail, et voilà quoi. Et puis de toute façon, il y a des mises à jour du monde régulières pour améliorer les choses, quoi. Donc voilà. Écoute, si bon, j'imagine que s'ils veulent développer le réseau, la cartographie France, cool. ils ont de la matière maintenant. Et puis un élément d'actualisation, c'est vraiment un sujet qu'on suit aussi là à long terme, c'est la situation de Julian Assange qui avait fondé WikiLeaks. On va pas refaire l'histoire, mais il est actuellement en Angleterre et a priori il y aura pas d'extradition, Guillaume. Bah oui, c'est à peu près tout ce qu'on sait, hein. C'est le Guardian qui rapporte que la cour donc a jugé que Julian Assange avait beaucoup trop de chances de se suicider si on le renvoyait aux États-Unis. Et c'est vrai que quand tu vois comment sont les prisons américaines, tu te dis que c'est probablement vrai. D'ailleurs, je sais pas comment je serais si j'étais en prison aux États-Unis. Donc globalement, il va rester donc dans des prisons anglaises et il va attendre l'application de ses peines. Bon, c'est un camouflet pour le gouvernement américain, évidemment. On ne sait pas encore, parce qu'il est encore toujours possible qu'il soit gracié par Donald Trump, même si ça n'a pas l'air d'être le principal de ses soucis. Ouais, j'ai l'impression qu'il a d'autres choses à faire en ce moment et que c'était pas son orientation prioritaire avant. Netflix, on ne sait pas s'ils vont découvrir bientôt les podcasts. En tout cas, ils en sont à la phase intermédiaire. Ils découvrent la diffusion, mais juste avec le son. Mais oui, mais alors c'est pas idiot en fait, parce que c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Netflix, ok, je sais, c'est de la vidéo à la demande, mais ça pourrait aussi être de l'audio à la demande. Parce que bon, il y a des trucs, c'est le cas de YouTube. Hein, mais... Comme par exemple, non mais tu vois, il y a des talk-shows, il y a des spectacles comiques, il y a des trucs qui s'y prêtent pas trop mal. Alors évidemment, hein, si vous regardez un film hollywoodien, vous pouvez perdre des trucs si vous regardez pas la vidéo. Mais c'est pas forcément aussi idiot que ce qu'on imagine de juste écouter certaines choses sur Netflix. Et c'est pratique, d'écouter certaines choses dans les transports, c'est plus pratique de l'écouter que de le regarder. En tout cas, c'est une option qui arrive, hein, donc, qui est là d'ailleurs sur Netflix. Vous pouvez couper la vidéo et vous contenter de l'écouter, comme un podcast. Alors, en soi, effectivement, je connais même des personnes qui font leurs tâches ménagères en mettant un truc, tu vois, intellectuellement pas forcément avancé sur Netflix. Donc, en soi, je peux comprendre, mais il y a quand même un truc qui me heurte si on prend un peu de recul, de s'imaginer qu'il y a de l'énergie et de l'investissement qui est fait pour créer quelque chose de vidéoludique dans lequel on sabre toute une partie de l'approche et on retire la partie vidéo pour n'avoir que le son. Indéniablement, il y a des usages là-dessus. C'est juste un peu vexant, je trouve, pour l'espèce humaine d'avoir inventé ce genre de choses, mais bon, ça fait partie des usages d'aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode de Tech Café qui nous permet d'initier 2021 et qui vous donne un peu les orientations éditoriales qu'on va être amené à suivre ensemble. Je suis amené évidemment à vous rappeler les incontournables, à savoir que vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/techcafé, que vous pouvez interagir entre vous et avec nous sur le serveur Discord, nous suivre aussi sur le compte Instagram Tech Café Podcast, et puis avoir des informations sur la manière dont vous pouvez connecter votre maison avec Tech Café domotique. Écoutez également Paracule si vous voulez des infos sur la pop culture, des sujets qui nous ont plu, et on peut également vous inviter à nous retrouver à titre individuel sur Internet. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Ouh là là, je sais pas, peut-être au Texas. En 2021. On va savoir. Oui. Peut-être au Texas, finalement, parce que même tu payes pas d'impôts. En plus, il fait beau, puis il faut de bons barbecues. C'est vrai. J'imagine que ça peut te faire envie, effectivement. The Lone Star State. Tu retrouverais la saveur du Sud que tu aimais tant. Bon, pas trop de nostalgie. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et évidemment chaque semaine dans Tech Café. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à vous si vous envisagez notamment de prendre comme les bonnes résolutions de soutenir des podcasts indépendants, par exemple avec Patreon. Merci pour vos retours et vos participations en partageant le podcast à votre entourage. On vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous et bonne année. Bonne année.